pour arriver à mieux se comprendre, pour arriver à créer de la confiance. Quelle va être la place de l'interculturel? C'est quoi l'outil interculturel? Alors, premier point, j'espère que tout ce que je dis pourra conduire ensuite à un dialogue que je souhaite riche. Je dirais que ce que je découvre et que je ne découvrais pas il y a 15 ans, c'est que cet environnement, l'environnement de mes groupes, de mes clients, il est essentiellement marqué par 3 termes. Le premier, c'est short term, parce que là, on parle anglais déjà. Donc, partout dans le monde, je reviendrai, j'ai fait récemment des formations à Melbourne, à Shanghai, à Rio, c'est « you have to deliver as quick as possible ». Donc, une pression incroyable du court terme. Donc, l'interculturel, il est d'abord marqué par des gens qui, dans l'urgence, doivent délivrer. C'est pour ça qu'il y a tout un univers. Vous voyez, ce matin, j'ai décidé d'introduire, vous l'aurez remarqué, la trêve du PowerPoint. Je me suis dit, je ne vais pas leur mettre de PowerPoint. On va s'écouter, on va se parler. Ça sera peut-être plus puissant. Parce que pour moi, le PowerPoint, qui peut être un outil très utile, il relève de cette culture qui change un peu les comportements et qui rend notre tâche différente. Donc, premier terme, short term. Le second, c'est globish. C'est-à-dire qu'on parle évidemment pas anglais. Alors moi qui suis à l'origine linguiste, je souffre de ces quelques centaines de mots d'anglais qu'on utilise bon an, mal an. Ça se passe dans l'ensemble plutôt bien. Mais vous imaginez bien que toute la nuance des sentiments, la nuance des choses qu'on a envie d'exprimer au-delà du re-engineering and implementation and processes, au-delà de cette soupe anglo-saxonne, il y a des nuances qui manquent. Donc il va falloir en tenir compte. Et des sources de malentendus pourront être renforcées par ce globish. Et le troisième élément, qui n'est pas le moindre, c'est la notion de distance. Remote team management. C'est-à-dire que mes clients, je prends l'exemple, là, moi je suis à Alger à faire un séminaire. Alors ce jour-là, on est tous à Alger, là, hein, dans le bel hôtel Saint-Georges, qui retrace l'histoire de l'Algérie, vieil hôtel de la colonisation. Mais au quotidien, mes Portugais, mes Espagnols, mes Allemands, mais ils sont à distance. Alors comment fonctionner à distance? Donc ces 3 dimensions, c'est le cadre de mon travail. Et on le prend en compte dans l'accompagnement des équipes. Le cœur du sujet, c'est comment comprendre l'autre. La compréhension, elle va être liée essentiellement, dans ce cadre que je viens de définir, à 3 éléments. Le premier élément, ça sera la personne. Je dis toujours à mes stagiaires ou à mes participants, ne commencez pas par la culture, travaillez sur les personnes. Alors là, il y a des outils qui existent et que nous nous sommes appropriés dans l'interculturel, qui sont des outils d'une meilleure connaissance de soi, des outils qui maintenant se développent, y compris dans les institutions, puisqu'à Compiègne, on l'enseigne dans certaines UV. Alors, tout ça, c'est dérivé des études, grosso modo, de tout ce que Jung a fait en psychologie. Hein, vous connaissez sûrement ça. Alors, on parle d'insight, on parle du MBTI. Ce sont des choses, alors, avec toujours les limites des outils qu'on utilise dans les entreprises, c'est-à-dire le risque d'un certain réductionnisme si ce n'est pas fait avec suffisamment de nuances. Mais c'est quand même très important de montrer qu'au sein d'un groupe multiculturel, il y a une autre diversité qui s'installe, et cette diversité, elle relève de la diversité psychologique des individus. La personne. Le deuxième élément, et je parlerai de la culture en dernier, je vous surprendrai peut-être, le deuxième élément, alors là, on a aussi ce qu'il faut à Compiègne, puisque un de nos collègues, il y a bien longtemps déjà, Gilles Le Cardinal, avait installé un modèle tout à fait intéressant autour de la dynamique de la confiance, que certains connaissent peut-être. Moi, je m'en suis pas mal inspiré avec d'autres recherches qui viennent l'enrichir, c'est-à-dire que dans toute coopération, donc si vous voulez personne, le deuxième élément c'est coopération, à quoi ressemble, je reprends textuellement l'expression de Gilles, à quoi ressemble ce PAT, ces peurs, ces attraits et ces tentations, P-A-T, peur, attrait, tentation, qui caractérisent toute coopération. C'est quelque chose qui est fondamental. Et si on ne prend pas cela en compte, on n'avancera pas sur l'interculturel. Alors, mon troisième terme, la personne, la coopération et les cultures. Pourquoi? Il est légitime, et moi j'ai consacré 3 ans de ma vie en tant que chercheur, il est légitime de parler des cultures nationales, en sortant des clichés et des stéréotypes, et en évitant le culturalisme, c'est-à-dire faire croire aux gens que nous sommes uniquement déterminés par les cultures. Donc l'équilibre est extrêmement fragile, mais il est passionnant. C'est-à-dire, et souvent dans les entreprises, on a tendance à dire c'est pas une question de culture, c'est une question de personne.
Ce n'est pas une question de culture nationale, c'est une question de culture d'entreprise. Il faut une approche systémique. Il est légitime de parler, puisque je suis sur ce pays-là, des différences entre les Français et les Allemands, mais il y a d'autres niveaux. L'autre niveau, ça va être les différences régionales. Je travaille beaucoup aussi avec l'Espagne et l'Italie. Bon, quand on travaille avec les autonomies espagnoles, selon l'expression espagnole, quand je suis chez Airbus, le petit jeu entre, évidemment, Madrid, l'Andalousie, vous l'imaginez aisément. Sans commentaire sur l'Italie, on pourrait y passer beaucoup de temps. Troisième dimension, la culture d'entreprise, qui va rarement, comme on le prétend trop souvent dans les entreprises, corriger à 100% l'élément national, mais qui va le nuancer, qui va le compléter. Je pourrais vous donner des exemples. Et puis pour terminer, des cultures de métier. Et je dirais que la clé, si je devais résumer ça en un mot, c'est une expression maintenant qui fait florès dans beaucoup d'entreprises, parce que apparemment ça parle aux responsables et aux managers. C'est ce que j'appelle friendly avoidance. C'est pour moi le critère de réussite d'une équipe transnationale ou d'une équipe multiculturelle qui peut se retrouver, comme je le disais à l'instant, dans le même pays. Sauf que moi, je travaille plutôt sur des nations différentes. C'est lorsqu'on est capable de sortir de l'évitement convivial, friendly avoidance. Ça donne concrètement... salut, alors ça va? Ouais, alors t'as vu Manchester Alors on va parler du dernier match de foot, le sujet fédérateur, et on ne sera pas capable de mettre sur la table les sujets qui fâchent, burning issues. Dans mon job, je considère qu'il est fait lorsqu'une équipe est capable de mettre sur la table les sujets qui fâchent. Là, je parle d'un niveau de coopération qui concerne chacun d'entre nous. Ça peut commencer au niveau familial, ça peut se trouver au niveau associatif. Pour moi, c'est crucial dans les entreprises. Donc, surtout, ne pas perdre de temps à ne faire que, j'exagère en disant perdre de temps, mais ne pas se concentrer uniquement sur le culturel en le déconnectant du reste. Donc moi, mon boulot, c'est de plus en plus, je terminerai par ça avant de vous redonner la parole, gérer les contraintes de la globalisation. Parce que la meilleure définition d'une culture, après ce que je vous ai dit, la culture est une adaptation réussie à des contraintes externes. Le courtisan ou le rebelle français, ce sont des adaptations à un environnement avec un pouvoir central fort contre lequel on réagit. Vous me suivez? La culture du spécialiste, c'est une adaptation à la culture communautaire où l'individu est valorisé par sa tâche. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes qui devraient nous permettre de définir une nouvelle culture commune? Savings. Dans toutes les entreprises, numéro 1, savings. Faites moins, faites plus avec moins. Partout, je vois, moins de ressources, moins de moyens, et puis après, bon, de temps en temps, ça peut déraper. Savings, pressure, competition, quick delivery. Donc, si vous voulez, curieusement, mon boulot, ça va vous sembler peut-être un peu particulier, mais de plus en plus, j'ai introduit, l'expression n'est pas de moi, elle est d'un grand philosophe allemand qui a écrit un bouquin que je vous recommande. Bon, c'est un peu indigeste parce que c'est un pavé allemand. Je suppose que c'est également une thèse un peu comprimée. Ça s'appelle l'accélération. C'est un bouquin génial. Alors, à l'allemande, il a étudié dans le détail tous les niveaux d'accélération. Le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, ce qui est incroyable, le pouvoir législatif, normalement, c'est le temps long, faire une loi. Aujourd'hui, il y a un problème, on veut une loi le lendemain. Ça, c'est typique de cette... Vous voyez, dans un domaine différent, typique de l'accélération. Dans les entreprises, moi, je trouve que parfois, ça crée des gens qui sont dans des situations en étant un petit peu déboussolés. Donc, c'est créer des îlots de décélération. Je traduis en français. Autrement dit, dans mes bridges dont je vous parlais tout à l'heure, on va traiter tout ce que j'ai évoqué, le travail à distance, la création de la confiance, la compréhension de la différence culturelle, mais on va surtout dire aux gens, slow down. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère, parce que maintenant, 9 fois sur 10, les gens, vous savez, on ne va pas s'en sortir, quoi. Un séminaire de 2 jours avec tout le boulot qu'on a. Bon. Et puis au bout de 2 jours, les gens disent, c'était quand même incroyable de se parler, quoi. Je dis, attendez, vous allez poser votre sac, vous allez fermer votre téléphone, on va prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de se mettre dans les baskets de l'autre, qui est pour moi la meilleure définition de l'interculturel, et c'est à ce prix-là que très souvent,
les équipes retrouvent de l'énergie et avancent. Donc, en vous donnant ce schéma-là, il me semble qu'on est assez loin, si vous voulez, du strict interculturel qui est passer une journée à mieux parler de la créativité française ou de l'organisation allemande, c'est-à-dire à la fois dépasser des clichés en travaillant sur les racines, et puis aussi, je dirais, en prenant le temps de s'écouter. Donc là, les deux mots qui me semblent clés, on parle anglais évidemment, le premier c'est « tell me more », dis-moi plus. J'étais récemment avec une équipe aussi, projet de 5 pays, des gens qui étaient ensemble depuis 1 an et demi. Donc ils se balancent genre 10 emails par jour, vidéoconf, hein. Je me suis dit, je sais pas, je sentais qu'ils étaient un peu à la surface quoi, dans le relationnel. J'aurais dit, on va faire un petit exercice. Si demain, l'exercice c'est « If your colleague had to replace you tomorrow, what should he or she know about your day-to-day business, about your constraints ?» Je me suis dit, ils se connaissent depuis 1 an et demi. L'exercice va durer une demi-heure. On a passé 3 heures. Et ils parlaient. Ah bon, mais je ne savais pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est gagné quand je commence à comprendre les contraintes de l'autre. Mais pour parler de ces contraintes, il faut déjà un minimum de confiance. Donc pour moi, la clé, elle est là. Sortir de la friendly avoidance, tell me more, et puis suspend evaluation. Parce qu'on n'a pas le temps, on juge. Je suis fatigué le soir, j'ai 50 emails, je sors de ma dernière réunion, il est 19h45, et comme je suis fatigué, je me lance dans le email ping-pong et la email escalation, j'interprète mal un propos, je mets mon chef en copie, et c'est parti, quoi. Donc, je dis aux gens, vous ne répondez pas aux emails le soir, vous suspendez l'évaluation, et vous cherchez à interpréter, vous cherchez 3 ou 4 raisons pourquoi votre collègue vous a envoyé le mail. Et vous allez vous calmer tout seul.